Salut à tout le monde et bienvenue sur Master AI dans cette nouvelle vidéo de la chaîne dans laquelle on va aborder une notion qui est très essentielle, la notion de RAG agentique. C'est quoi un RAG agentique? On a déjà eu à faire une vidéo sur cette chaîne dans laquelle on vous explique c'est quoi un système de RAG et pourquoi de plus en plus d'entreprises veulent un tel système dans leur système d'information. Vous savez, avec l'avenue de tout ce qui est IA générative, de plus en plus d'entreprises ont besoin des systèmes ou bien des applications qui vont permettre d'interroger directement la base de données et avoir une réponse en langage naturel. C'est la raison pour laquelle on avait fait une vidéo spécialement pour vous expliquer en fait c'est quoi un RAG et quelles sont les étapes essentielles dans un système de RAG. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous prie d'aller la regarder. Mais dans cette vidéo-ci, je vais rapidement vous rappeler c'est quoi un système de RAG et en quoi ça diffère d'un RAG agentique. Parce que de nos jours, on entend de plus en plus parler de ça. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire une vidéo qui vous explique c'est quoi un RAG agentique, dans quel cas vous devez utiliser ce tel système, parce que ça a bien sûr des inconvénients, même si ça vient résoudre certaines lacunes qu'on peut observer dans un système de RAG simple. Mais le but, c'est que vous compreniez exactement la différence entre ces deux systèmes et dans quel cas utiliser l'un ou l'autre, dans quel cas on va privilégier la mise en place d'un RAG agentique ou bien dans quel cas un RAG simple suffit. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, moi c'est Jordan, je suis ingénieur en machine learning, dont je travaille au quotidien sur des projets IA et cette chaîne a été mise sur pied dans le but de vous apprendre justement à développer des projets concrets. Donc chaque jour on publie sur des notions très avancées, que ce soit de Python, que ce soit des projets ou bien des thématiques de déploiement, de mise en service ou bien de développement algorithmique. Donc du coup, si comme moi, tu es passionné par tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, par la programmation, par le développement en Python, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos. Donc sans plus tarder, je vais repasser rapidement sur c'est quoi un système de RAG et ensuite on va aborder en fait les notions de RAG agentique. Quelles sont les étapes ou bien les processus qui se déroulent autour d'un système de RAG agentique et comment vous pouvez mettre en place un tel système. Allez, let's go. Dans la précédente vidéo qui portait sur un système de RAG dans laquelle j'ai expliqué les étapes qui se passent en fait dans un système de RAG, je vous avais présenté cette image ici notamment. Je vous invite à aller regarder la vidéo comme je l'ai dit. En fait là ça présentait une architecture RAG. Donc le RAG c'est pour Retrieval Augmented Generation pour ceux qui ne savent pas. On avait d'une part une base de données qui contenait tous les documents, en fait c'est une base de données classique avec toutes les informations nécessaires sur lesquelles vous voulez que votre IA réponde, se base pour répondre aux utilisateurs. Donc on avait ça et chaque extrait ou bien chaque document avait été embeddé, ça veut dire ça avait été transformé en vecteurs. Ces vecteurs-là sont capables de capturer le sens sémantique de la phrase. On avait fait un cas pratique avec une base de PostgreSQL munie d'une extension pgvector. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque l'utilisateur posait une question, on calculait l'embedding de la question, donc on calculait le vecteur associé à la question de l'utilisateur. Et à partir de ce vecteur-là, on faisait une recherche sémantique par un calcul de similarité entre le vecteur qui était issu de la question ainsi que tous les documents dans notre base de données afin de trouver des extraits qui se rapprochent le plus de la question de l'utilisateur. Et une fois qu'on avait ces extraits-là, on passait cela à LLM, un Large Language Model. Ça peut être un LLM open source que vous pouvez déployer justement à l'aide d'une des technologies dans laquelle je présente également dans une vidéo, une série complète qui porte sur le déploiement des modèles de langage, ou bien vous pouvez utiliser un modèle tel que OpenAI pour pouvoir répondre à l'utilisateur. Donc le LLM va se baser sur tous les documents qui ont été extraits de la base de données pour répondre à l'utilisateur. Donc en fait c'est ça un système de RAG classique. Ce que je présente encore dans ce schéma-ci, donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est présenter un pipeline de RAG simple et en bas, un pipeline de RAG agentique. Donc, dans le pipeline de RAG simple, comme vous le voyez là, l'utilisateur pose sa question. Ensuite, on a une partie retrieval. La partie retrieval, c'est juste la recherche à partir de la question de l'utilisateur des extraits les plus proches en fait de la question. Donc, comme je vous ai présenté dans l'image là tout à l'heure, c'est juste un calcul de similarité entre la question de l'utilisateur et tous les extraits qui sont dans la base de données. Donc, c'est ça qu'on appelle le retrieval. Après ce retrieval, il y a généralement ce qu'on appelle du re-ranking. Le re-ranking, c'est une notion que je n'avais pas abordée dans l'autre vidéo. En fait, c'est le fait de réordonner les extraits qui ont été extrait de la base de données. Vous savez qu'une fois que le retrieval a été fait, donc la recherche sémantique a été effectuée et on a des meilleurs extraits, souvent on peut confier la tâche à un autre modèle, ça peut être un LLM, de réordonner ces extraits-là du plus pertinent au moins pertinent. Donc c'est généralement ça en fait qu'on appelle un système de ranking. Il existe des modèles qui sont uniquement spécialisés dans ce type de tâches-là. Et une fois qu'on aura des extraits qui sont pertinents, on passe à la génération. Donc tous ces extraits-là seront envoyés dans un système de génération. Quand je parle d'extrait, c'est vraiment les documents, ça veut dire les petits bouts d'informations qui sont dans la base de données.
Donc là, on va passer cela à un système de génération, ça sera un LLM et qui lui va générer la réponse. Donc après, il y a ce qu'on appelle souvent un système d'évaluation. Vous pouvez construire en fait un système d'évaluation de chaque partie. L'évaluation de tout le pipeline passe par 2 étapes. On peut évaluer déjà le retrieval. Est-ce que les extraits qui proviennent de la base de données sont les bons extraits? Et après aussi la partie génération. Est-ce que la génération de texte final contient par exemple des hallucinations? Est-ce que ça répond bien à la question que l'utilisateur a posée? Il existe aujourd'hui des outils qui permettent d'évaluer ça, comme Ragax, LlamaIndex. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo uniquement dédiée au système d'évaluation des pipelines de RAG. Vous voyez là que le pipeline d'un RAG est très simple. Là, on pose une question, il y a ce processus qui se passe et ensuite il y a une réponse. Qu'après, on pourra évaluer en fait avec un système qui a été construit en parallèle ou bien a posteriori. Maintenant, c'est quoi un RAG agentique? Vous le voyez avec moi, hein, il y a cette notion d'agent là qui intervient dans ça. Donc, c'est quoi un RAG agentique? Là, je vais vous présenter l'écran. Vous allez voir que le pipeline est complètement différent de ce qu'on peut observer dans un système de RAG simple. Ça, c'est un RAG agentique. On va toujours aller de la question. Hein. C'est un cas classique. L'utilisateur pose une question. Et il y aura déjà une première étape d'analyse de la question. Dans quelle base je vais chercher? C'est ce que le modèle en fait va le faire. Il faut comprendre que tout ce système est géré par des LLM. Donc déjà, le système va dire c'est quoi en fait la question, le but de la question. Est-ce que c'est un rapport avec les données que j'ai dans la base? Est-ce que ces questions n'ont pas du tout de rapport? Et dans ce cas, le système va décider de faire une recherche web. Vous voyez là déjà qu'intervient une notion d'autonomie, une notion d'agent. Donc déjà là, il y a une analyse de la question. Premier cas, les questions sont en lien avec des informations que j'ai dans la base de données. Dans ce cas, je vais faire mon retrieval classique. Le retrieval, ça veut dire je calcule le vecteur de la question. Ensuite, je fais mon calcul de similarité avec tous les documents qui sont dans la base. Toujours pareil. Et je récupère les documents ou bien les extraits qui sont pertinents. Donc là, il fait son retrieval parce que lui, il a détecté que la question est en lien avec les données qu'il a en base. Et si la question n'est pas en lien, il décide de faire quoi? Une recherche web. Vous voyez là que c'est déjà un autre outil. Et là, on peut imaginer aussi plusieurs outils. Là, j'ai fait juste un simple exemple quand j'ai schématisé en disant qu'il peut décider de faire une recherche web pour répondre à la question. Si vous posez une question générale et il détecte que non, il n'a pas ça dans sa base de données, là, il va partir faire une recherche web et ensuite, il passe au LLM et il vous répond à la question. Donc, il y a un retrieval qui est fait. Ensuite, il y a une évaluation du retrieval. Vous voyez que pendant qu'ici, là, il y avait un système d'évaluation qui était fait a posteriori. Là, ici, il y a une évaluation automatique même dans le processus du RAG. Donc là, après le retrieval, il y aura une évaluation et à la fin de cette évaluation, il y aura ce qu'on appelle un score de pertinence. Généralement, lorsqu'on évalue le retrieval, après, on a un score. Là, c'est le score en fait de confiance. Ça peut être un score de similarité des extraits qui sont ressortis de la base de données. À partir de ce score, on prend la décision, est-ce que c'est relevant ou pas? Donc, est-ce que c'est pertinent ou pas? Comment décider si c'est pertinent ou pas? C'est à vous de fixer ce seuil-là. Après, il faut évaluer sans cesse votre partie retrieval et vous fixer un seuil de pertinence. Vous pouvez peut-être dire que quand la distance sémantique par rapport à la question d'un extrait est peut-être supérieure à 0,70 ou bien 0,80, vous considérez cet extrait comme pertinent. Donc, c'est à vous de fixer ce seuil-là, cet hyperparamètre. Donc, si c'est relevant, ok, on continue avec la génération. On passe tous ces extraits-là dans la génération. Si ce n'est pas relevant, là, vous voyez un système qui va réécrire la question parce que le problème peut venir de la façon dont la question a été posée. Donc, il peut y avoir un système de réécriture de la question. Et une fois que la question est réécrite, on peut passer d'un système de retrieval. Bon, il y a déjà une petite boucle là qui se fait. Il réécrit la question, il refait sa recherche sémantique. Ou bien il peut réécrire la question, il repasse dans la recherche web. Mais une fois même que la recherche web a été faite, ça repasse aussi dans le système d'évaluation du retrieval. Donc en fait, il y a une petite boucle là qui est ici, là que tant que ce n'est pas relevant, tant que le résultat n'est pas pertinent, ça ne continue pas jusqu'à la génération. Mais il faut faire attention parce qu'on peut entrer là dans une boucle infinie. C'est pour ça que j'ai fixé là, que vous pouvez fixer ce qu'on appelle un max retry. Donc, le nombre maximum de fois que vous voulez que votre système tourne en boucle, parce que là, ça peut tourner en boucle. À chaque fois, ça ne trouve rien de pertinent et ça se met à tourner. Donc, vous pouvez décider qu'au bout de 3 boucles là, je prends par exemple le meilleur résultat que j'ai obtenu là et je renvoie. Ou tout simplement, je ne réponds aucun extrait. Donc, aucun extrait pertinent n'a été trouvé et du coup, pas de réponse. Donc, c'est à vous de juger ce que vous voulez faire dans ce genre de cas. Donc, ensuite, si c'est pertinent, finalement, vous voyez qu'on passe à la génération. Même après la génération, il y a justement encore une deuxième évaluation, comme je disais tantôt, l'évaluation en fait de la génération du LLM. Est-ce que la génération finale contient par exemple des mots toxiques? Est-ce que la génération comporte des hallucinations? Vous pouvez aussi affecter un score de similarité entre la génération et la question pour voir si est-ce qu'elle est pertinente, est-ce qu'elle se rapproche ou est-ce qu'elle répond en fait à la question que l'utilisateur a posée.
Donc, une fois que vous avez cette question-là, vous avez la réponse là ici, oui et non. Si c'est oui, ok, vous voyez que vous générez la réponse finale à l'utilisateur. Donc là, c'est la fin du processus. Si c'est non, vous pouvez revenir là à la réécriture de la question. Et quand vous revenez à la réécriture de la question, vous venez en fait dans ce processus-ci, ça veut dire retrieval ou bien encore potentiellement la recherche web. Et quand c'est comme ça, vous pouvez imaginer tellement d'outils. Là, j'ai pris un scénario qui intègre un outil de recherche web, mais vous pouvez développer plusieurs outils dédiés en fonction de votre scénario. Ça sont des use cases qu'il faut bien réfléchir en amont. Vous voyez que finalement, ce système-là d'agent, il y a une réflexion, une certaine autonomie dans la réflexion. Et à la fin, on aura une réponse qui est générée, qui potentiellement sera meilleure que celle-ci. Parce que dans un RAG classique, il y a juste du retrieval, du ranking, de la génération. Or ici, le système va se remettre en question, va en fait faire une auto-évaluation des informations qu'il réussit à récupérer avant à la fin de générer une réponse qui va potentiellement mieux convenir à ce que l'utilisateur attendait. Vous voyez déjà avec moi qu'un petit inconvénient de ça, c'est que ça peut être très long. Là, le temps de réflexion, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, si vous voulez mettre quelque chose comme ça dans votre application, essayez de réfléchir à l'interface utilisateur. Comme par exemple ChatGPT aujourd'hui, quand vous l'utilisez, vous pouvez cocher par exemple le Deep Research. Là, vous savez que ça va prendre du temps. Donc, vous pouvez laisser le choix aux utilisateurs dans votre système de dire ok, je vais juste faire une recherche classique ou bien je vais faire une recherche plus approfondie. Donc, laissez en fait le libre choix à l'utilisateur de choisir, de faire ce choix-là. Comme ça, il est conscient que ça va prendre du temps. Parce que là, ce système, le temps d'évaluation, le temps de se remettre en question, de revenir encore sur ses pas pour essayer de reformuler les questions, ça prend forcément du temps. Mais bien sûr, la réponse qui est générée finalement peut mieux se rapprocher de ce que l'utilisateur attend comme réponse. Vous venez de voir actuellement ce qu'on appelle un RAG agentique et on parle de plus en plus de ce tel système-là. Mais la question est, est-ce que vous allez vous pencher vers cette solution-là? Il y a plusieurs paramètres à aborder. Il y a plusieurs axes de réflexion. Déjà, il faut évaluer si vous avez assez de ressources computationnelles pour faire cela. Donc, parce que tout ce qui est évaluation, tout ce qui est calcul de similarité et tout, il faut essayer de bien évaluer la chose et surtout en ce qui concerne la consommation des tokens. Vous convenez avec moi que tout ce système-là, en fait, qu'on va consommer beaucoup plus de tokens qu'un système de RAG classique. Si vous avez hébergé votre modèle, il est open source, du coup, vous ne payez pas aux tokens. Là, ça peut être tout bénéfique. Mais si par exemple il faut payer au token, il faut essayer d'estimer en fonction de la charge d'utilisation de votre système pour voir ce qui est plus approprié. Dans tous les cas, je vous dirais d'abord, n'allez pas directement sur un système de RAG agentique, allez d'abord sur un système de RAG qui est tout simple, qui répond à la première problématique et ensuite vous pourrez complexifier cela en mettant un système beaucoup plus robuste. Donc c'est mieux d'aller vraiment étape à étape et non d'aller directement sur un système qui est trop complexe. Dis-moi en commentaire ce que vous préférez. Vous êtes plutôt un RAG simple et d'abord idéal ou bien on veut un RAG qui est agentique, qui intègre cette notion d'agent et d'autonomie. On arrive là à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des RAG agentiques. Dans une prochaine vidéo, si vous voulez, je vais vous expliquer en fait des outils qui interviennent lors de la mise en place de ce tel système-là. Il faut savoir à chaque étape, la partie retrieval déjà, le calcul de similarité. Vous savez qu'on peut utiliser des outils tels que PostgreSQL avec les stations pgvector, mais il y a d'autres frameworks tels que LangChain, YamaIndex et tout. Donc ça dépend vraiment de votre cas d'utilisation. Si vous voulez un framework pour aller très rapidement ou si vous voulez des outils sur mesure. Après, il existe aussi plusieurs outils qui permettent d'évaluer des systèmes de RAG, dont la partie retrieval et aussi la partie génération. Les outils tels que YamaIndex intègrent plein de sous-packages qui permettent de le faire. Et après, il y a aussi des frameworks dédiés tels que Ragas ou bien encore Hanks et bien d'autres outils qui permettent de faire exactement la même chose. Donc très prochainement, je vais publier justement une vidéo où je vais vous détailler tous les outils que vous pouvez utiliser pour mettre en place ce type de système-là. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker parce que ça nous soutient énormément. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne. Je vous dis salut et à très bientôt sur Mastering AI.